Parfois, les plus grands dangers qui pèsent sur notre environnement sont ceux qu'on ne voit pas. Alors comment est-ce qu'on traque un ennemi invisible et inodore? Eh bien, c'est là que la science entre en jeu, pour nous donner les outils qui permettent de lever le voile. Allez, on y va. Ce qu'on a sous les yeux, là, ce n'est pas une carte météo. C'est une image satellite de la pollution au dioxyde d'azote sur toute la planète. Et ce qui frappe tout de suite, c'est que les taches les plus intenses, en rouge vif, se superposent parfaitement aux plus grandes mégapoles du monde. C'est un premier indice, et il est de taille. Et attention, cette pollution invisible ne fait pas que flotter au-dessus de nos têtes. Non, elle s'infiltre aussi dans notre eau. On se retrouve donc avec deux scènes de crime, si on peut dire, à examiner de plus près. L'air et l'eau. La question devient alors évidente. Par où on commence? Comment la science peut-elle rendre cet ennemi invisible tangible, mesurable, et au final, comment peut-on agir dessus? C'est ce qu'on va voir. Premier dossier, on va plonger au cœur du smog. On va suivre le travail de véritables détectives de l'atmosphère, des chimistes, qui ont enquêté sur ces fameuses particules fines, qu'on appelle aussi aérosols, dans deux villes que tout oppose, Paris et Le Caire. Pour faire parler ces particules, il faut d'abord les attraper, et la méthode est super méticuleuse. D'abord, on pompe d'énormes volumes d'air. Ensuite, cet air est propulsé à travers des filtres ultra fins, qui vont capturer tout ce qui flotte. Et enfin, l'étape cruciale se passe en labo, où des analyses de pointe vont décortiquer tout ça pour révéler l'empreinte chimique de la pollution. C'est un peu comme une analyse ADN, mais pour l'air. Notre enquête démarre donc à Paris. La ville lumière est aussi un formidable laboratoire à ciel ouvert pour comprendre la pollution urbaine moderne. Alors, de quoi est fait l'air qu'on respire à Paris quand on regarde au microscope? Ce graphique est super parlant. Il nous montre que la matière organique et le carbone élémentaire, en gros de la suie, représentent à eux seuls la moitié de la masse totale des particules. C'est une signature chimique très, très claire qui pointe vers une source bien précise. Et cette source, c'est tout simplement la rue. Les analyses le confirment, la cause principale de ces aérosols carbonés, c'est le trafic automobile. Les concentrations explosent le matin et le soir, pendant les heures de pointe. En fait, le pouls de la pollution est directement calé sur le rythme de vie de la ville. Le cas de Paris est donc assez limpide. Mais maintenant, on change complètement de décor. Direction Le Caire pour une énigme bien plus spectaculaire, le fameux nuage noir. Chaque automne, c'est le même scénario. La ville est littéralement engloutie sous un épais brouillard de pollution. Mais contrairement à Paris, ce n'est pas un problème constant. C'est une vague saisonnière, intense, presque prévisible. Alors, d'où est-ce que ça peut bien venir? Et la clé de l'énigme, en fait, c'est une histoire de timing parfait. C'est la rencontre explosive de deux phénomènes. D'un côté, une météo très stable qui plaque une sorte de couvercle sur la ville, empêchant l'air de circuler, et de l'autre, le vrai coupable, le brûlage à ciel ouvert de la paille de riz par des milliers d'agriculteurs du delta du Nil juste après la récolte automnale. Et l'impact est juste colossal. Au pic du phénomène, cette fumée agricole représente jusqu'à 78% de la masse totale des particules fines dans l'air du Caire. C'est la preuve incroyable qu'un problème agricole, à l'échelle d'une région, peut se transformer en une crise de santé publique majeure pour des millions de personnes en ville. Ok, ces enquêtes nous montrent à quel point c'est essentiel d'identifier les sources. Mais que se passe-t-il quand le problème n'est pas la source, mais le polluant lui-même, quand il est conçu pour être quasiment indestructible? On passe à notre deuxième dossier, les eaux empoisonnées. Là, l'ennemi est d'une toute autre trempe. On parle de polluants organiques persistants, ou POP. Ce sont des molécules chimiques créées par l'homme, par exemple dans les colorants textiles, et qui ont une particularité, elles sont conçues pour être ultra résistantes. Le problème, c'est que cette robustesse les rend presque immortelles une fois dans la nature. L'environnement n'a tout simplement pas les outils pour s'en débarrasser. Bon, si la nature baisse les bras, il faut faire appel à des méthodes plus musclées. Et c'est là qu'interviennent les procédés d'oxydation avancée. On peut voir ça comme l'équipe d'intervention spéciale de la chimie de l'eau. Et leur arme secrète, c'est une petite molécule au nom barbare, le radical hydroxyle. Pour faire simple, imaginez un piranha chimique. C'est une molécule hyper réactive, super agressive. Une fois qu'elle est lâchée dans l'eau, elle n'a qu'un seul but, attaquer et déchiqueter en morceaux les molécules de polluants complexes qui se trouvent sur son passage. Et pour lâcher cette meute de piranhas chimiques, les scientifiques ont mis au point plusieurs techniques. Par exemple, la méthode photophéntone, qui utilise un cocktail de lumière UV et de réactifs. Ou encore le plasma Glidarc, qui crée un arc électrique surpuissant. Deux technologies différentes, mais un seul et même objectif, la destruction totale du polluant. Et est-ce que ça marche? Regardez ce graphique.
C'est l'efficacité de la méthode Photofanton sur un polluant tenace. Au départ, on a 100% de la pollution. Après seulement 2 petites minutes, il n'en reste déjà plus qu'un tiers. C'est d'une rapidité folle. Et au bout de 5 minutes à peine, plus rien. Zéro. Le produit chimique a été complètement anéanti. Et c'est ça qui est génial. Il n'a pas été juste filtré ou déplacé. Non, il a été décomposé au niveau moléculaire en des éléments beaucoup plus simples et inoffensifs. C'est une véritable décontamination. On vient de voir les 2 grandes facettes de cette lutte contre la pollution invisible. D'abord, il y a le diagnostic, l'enquête pour identifier l'ennemi, et ensuite, il y a le remède, l'ingénierie pour le neutraliser. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ces 2 histoires ? D'abord, que le diagnostic, c'est la clé de tout. La chimie nous permet de remonter à la source avec une précision redoutable. Ensuite, que l'innovation nous donne de l'espoir, en créant des outils capables de résoudre des problèmes qu'on pensait insolubles. Mais le plus important, c'est le lien entre les deux. On ne peut pas concevoir le bon remède si on n'a pas posé le bon diagnostic. Ces exemples montrent que la science a des solutions. Mais ils soulèvent une question absolument vertigineuse pour notre avenir. Alors que nos industries créent sans cesse des matériaux et des produits chimiques toujours plus complexes, est-ce que notre équipe de nettoyage scientifique pourra suivre la cadence ? C'est une véritable course contre la montre qui est engagée.